Bonjour, bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je traverse les plus grandes difficultés pour commencer cette lecture. Mais j'espère y parvenir enfin. Voilà. C'est le premier jour du printemps. Je vous souhaite un joyeux printemps. J'espère qu'il sera joyeux, plus paisible et calme. J'espère vraiment. Oui, je voulais célébrer le printemps en faisant une lecture à l'extérieur, mais il ne fait pas très beau. Donc, je reste à l'intérieur pour cette lecture. Et que dire d'autre? Oui, j'ai changé un petit peu de décor, d'angle, mais je ne suis pas très à mon aise. Je suis trop grande, le mur est trop bas. Je suis dans un vrai mouchoir de poche. Voilà. Peu importe, nous verrons bien ce que cela donne. Je reprends la lecture à la recherche du temps perdu du côté de chez Swann. J'étais du côté de chez Swann, à Combray. Deuxièmement. Voilà, il nous parlait de son amour de la lecture le dimanche après-midi. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Je vais essayer de me tenir droite, sinon je vais avoir mal au dos. Quelquefois, j'étais tirée de ma lecture dès le milieu de l'après-midi par la fille du jardinier, qui courait comme une folle, renversant sur son passage un oranger, se coupant un doigt, se cassant une dent et criant « Les voilà, les voilà !» pour que Françoise et moi nous accourions et ne manquions rien du spectacle. C'étaient les jours où, pour des manœuvres de garnison, la troupe traversait Combray, prenant généralement la rue Sainte-Hildegarde. Tandis que nos domestiques, assis en rang sur des chaises en dehors de la grille, regardaient les promeneurs dominicaux de Combray et se faisaient voir d'eux, la fille du jardinier, par la fente que laissaient entre elles 2 maisons lointaines de l'avenue de la Gare, avait aperçu l'éclat des casques. Les domestiques avaient rentré précipitamment leurs chaises, car quand les cuirassiers défilèrent rue Sainte-Hildegarde, ils en remplissaient toute la largeur, et le galop des chevaux rasait les maisons, couvrant les trottoirs submergés comme des berges qui offrent un lit trop étroit à un torrent déchaîné. « Pauvres enfants !» disait Françoise à peine arrivée à la grille et déjà en larmes. « Pauvre jeunesse qui sera fauchée comme un pré !» Rien que d'y penser, j'en suis choquée, ajoutait-elle en mettant la main sur son cœur, là où elle avait reçu ce choc. C'est beau, n'est-ce pas, Madame Françoise, de voir des jeunes gens qui ne tiennent pas à la vie, disait le jardinier pour la faire monter. Il n'avait pas parlé en vain. De ne pas tenir à la vie, mais à quoi donc qu'il faut tenir si ce n'est pas à la vie, le seul cadeau que le bon Dieu ne fasse jamais 2 fois, hélas, mon Dieu. C'est pourtant vrai qu'ils n'y tiennent pas. Je les ai vus en 70, ils n'ont plus peur de la mort dans ces misérables guerres. C'est ni plus ni moins des fous. Et puis, ils ne valent plus la corde pour les pendre. Ce n'est pas des hommes, c'est des lions. Pour Françoise, la comparaison d'un homme à un lion, qu'elle prononçait « lion », n'avait rien de flatteur. La rue Sainte-Hildegarde tournait trop court pour qu'on pût voir venir de loin, et c'était par cette fente entre les 2 maisons de l'avenue de la Gare qu'on apercevait toujours de nouveaux casques courants et brillants au soleil. Le jardinier aurait voulu savoir s'il y en avait encore beaucoup à passer, et il avait soif, car le soleil tapait.
Alors tout d'un coup, sa fille, s'élançant comme d'une place assiégée, faisait une sortie, atteignait l'angle de la rue et après avoir bravé 100 fois la mort, venait nous rapporter avec une carafe de coco la nouvelle qu'ils étaient bien 1000 qui venaient sans arrêter du côté de Tiberzy et de Méséglise. Françoise et le jardinier, réconciliés, discutaient sur la conduite à tenir en cas de guerre. « Voyez-vous, Françoise, disait le jardinier, la révolution vaudrait mieux, parce que quand on la déclare, il n'y a que ceux qui veulent partir qui y vont. »« Ah oui, au moins je comprends cela, c'est plus franc. » Le jardinier croyait qu'à la déclaration de guerre, on arrêtait tous les chemins de fer. « Pardi pour pas qu'on se sauve, disait Françoise. Et le jardinier, « Ah, ils sont malins. » Car il n'admettait pas que la guerre ne fût pas une espèce de mauvais tour que l'État essayait de jouer au peuple et que, si on avait eu le moyen de le faire, il n'est pas une seule personne qui n'eût filé. Mais Françoise se hâtait de rejoindre ma tante. Je retournais à mon livre, les domestiques se réinstallaient devant la porte à regarder tomber la poussière et l'émotion qu'avaient soulevée les soldats. Longtemps après que l'accalmie était venue, un flot inaccoutumé de promeneurs noircissait encore les rues de Combray. Et devant chaque maison, même celle où ce n'était pas l'habitude, les domestiques, ou même les maîtres, assis et regardant, festonnaient le seuil d'un liseré capricieux et sombre comme celui des algues et des coquilles dont une forte marée laisse le crêpe et la broderie au rivage après qu'elle s'est éloignée. Sauf ces jours-là, je pouvais d'habitude, au contraire, lire tranquille. Mais l'interruption et le commentaire qui furent apportés une fois par une visite de Swann à la lecture que j'étais en train de faire du livre d'un auteur tout nouveau pour moi, Bergotte, eut cette conséquence que, pour longtemps, ce ne fut plus sur un mur décoré de fleurs violettes en quenouille, mais sur un fond tout autre, devant le portail d'une cathédrale gothique, que se détacha désormais l'image d'une des femmes dont je rêvais. J'avais entendu parler de Bergotte pour la première fois par un de mes camarades plus âgés que moi et pour qui j'avais une grande admiration, Bloch. En m'entendant lui avouer mon admiration pour la nuit d'octobre, il avait fait éclater un rire bruyant comme une trompette et m'avait dit « Défie-toi de ta dilection assez basse pour le sieur de Musset. C'est un coco des plus malfaisants et une assez sinistre brute. » Je dois confesser d'ailleurs que lui et même le nommé Racine ont fait chacun dans leur vie un vers assez bien rythmé et qui a pour lui, ce qui est selon moi le mérite suprême, de ne signifier absolument rien. C'est la blanche Holossone et la blanche Camire et la fille de Minos et de Pasiphae. Ils m'ont été signalés à la décharge de ces deux malandrins par un article de mon très cher maître, le père Lecomte, agréable aux dieux immortels. À propos, voici un livre que je n'ai pas le temps de lire en ce moment, qui est recommandé, paraît-il, par cet immense bonhomme. Il tient, m'a-t-on dit, l'auteur, le sieur Bergotte, pour un coco des plus subtils, et bien qu'il fasse preuve, des fois, de mansuétude assez mal explicable, sa parole est pour moi oracle delphique. Lis donc ses proses lyriques, et si le gigantesque assembleur de rythmes qui a écrit Bhagavat et le lévrier de Magnus a dit vrai, par Apollon, tu goûteras, cher maître, les joies nectaréennes de l'Olympos. C'est sur un ton sarcastique qu'il m'avait demandé de l'appeler cher maître, et qu'il m'appelait lui-même ainsi. Mais en réalité, nous prenions un certain plaisir à ce jeu, étant encore rapprochés de l'âge où on croit qu'on crée ce qu'on a. Malheureusement, je ne pus pas apaiser en causant avec Bloch et en lui demandant des explications le trouble où il m'avait jeté quand il m'avait dit que les beaux vers, à moi qui n'attendais d'eux rien moins que la révélation de la vérité, étaient d'autant plus beaux qu'ils ne signifiaient rien du tout. Bloch, en effet, ne fut pas réinvité à la maison. Il y avait d'abord été bien accueilli. Mon grand-père, il est vrai, prétendait que chaque fois que je me liais avec un de mes camarades plus qu'avec les autres et que je l'amenais chez nous, c'était toujours un juif, ce qui ne lui eût pas déplu en principe. Même son ami Swann était d'origine juive, s'il n'avait trouvé que ce n'était pas d'habitude parmi les meilleurs que je le choisissais. Aussi, quand j'amenais un nouvel ami, il était bien rare qu'il ne fredonnât pas
Ô Dieu de nos pères, de la Juive ou bien Israël rompt ta chaîne, ne chantant que l'air naturellement. Tilalam, talam, talim. Mais j'avais peur que mon camarade ne le connût et me rétablît les paroles. Avant de les avoir vus, rien qu'en entendant leurs noms, qui bien souvent n'avaient rien de particulièrement israélite, il devinait non seulement l'origine juive de ceux de mes amis qui l'étaient en effet, mais même ce qu'il y avait quelquefois de fâcheux dans leur famille. « Et comment s'appelle-t-il, ton ami qui vient ce soir ?»« Dumont, grand-père. »« Dumont ? Ah, je me méfie. » Et il chantait « Archer, faites bonne garde, veillez sans trêve et sans bruit. » Et après nous avoir posé adroitement quelques questions plus précises, il s'écriait « À la garde, à la garde !» ou, si c'était le patient lui-même déjà arrivé qu'il avait forcé à son insu par un interrogatoire dissimulé à confesser ses origines, alors pour nous montrer qu'il n'avait plus aucun doute, il se contentait de nous regarder en fredonnant imperceptiblement « De ce timide Israélite, quoi, vous guidez ici les pas ?» ou « Chant paternel, Hébron, douce vallée » ou encore « Oui, je suis de la race élue ». Ces petites manies de mon grand-père n'impliquaient aucun sentiment malveillant à l'endroit de mes camarades. Mes blocs avaient déplu à mes parents pour d'autres raisons. Il avait commencé par agacer mon père qui, le voyant mouillé, lui avait dit avec intérêt « Mais, monsieur Bloch, quel temps fait-il donc? Est-ce qu'il a plu? Je n'y comprends rien, le baromètre était excellent. » Il n'en avait tiré que cette réponse. « Monsieur, je ne puis absolument vous dire s'il a plu. Je vis si résolument en dehors des contingences physiques que mes sens ne prennent pas la peine de me les notifier. »« Mais, mon pauvre fils, il est idiot, ton ami ?» m'avait dit mon père quand Bloch fut parti. « Comment? Il ne peut même pas me dire le temps qu'il fait? Mais il n'y a rien de plus intéressant, c'est un imbécile. » Puis Bloch avait déplu à ma grand-mère parce que, après le déjeuner, comme elle disait qu'elle était un peu souffrante, il avait étouffé un sanglot et essuyé des larmes. « Comment veux-tu que ce soit sincère, me dit-elle, puisqu'il ne me connaît pas, ou bien alors il est fou. » Et enfin, il avait mécontenté tout le monde parce que, étant venu déjeuner 1h30 en retard et couvert de boue, au lieu de s'excuser, il avait dit « Je ne me laisse jamais influencer par les perturbations de l'atmosphère ni par les divisions conventionnelles du temps. Je réhabiliterai volontiers l'usage de la pipe d'opium et du Chris Malais, mais j'ignore celui de ces instruments infiniment plus pernicieux et d'ailleurs platement bourgeois, la montre et le parapluie. » Il serait malgré tout revenu à Combray. Il n'était pas pourtant l'ami que mes parents eussent souhaité pour moi. Ils avaient fini par penser que les larmes que lui avait fait verser l'indisposition de ma grand-mère n'étaient pas feintes. Mais ils savaient d'instinct ou par expérience que les élans de notre sensibilité ont peu d'empire sur la suite de nos actes et la conduite de notre vie, et que le respect des obligations morales, la fidélité aux amis, l'exécution d'une œuvre, l'observance d'un régime ont un fondement plus sûr dans des habitudes aveugles que dans ces transports momentanés, ardents et stériles. Ils auraient préféré pour moi à Bloch des compagnons qui ne me donneraient pas plus qu'il n'est convenu d'accorder à ses amis, selon les règles de la morale bourgeoise, qui ne m'enverraient pas inopinément une corbeille de fruits parce qu'ils auraient ce jour-là pensé à moi avec tendresse, mais qui, n'étant pas capables de faire pencher en ma faveur la juste balance des devoirs et des exigences de l'amitié sur un simple mouvement de leur imagination et de leur sensibilité, ne la fausseraient pas davantage à mon préjudice. Nos torts même font difficilement départir de ce qu'elles nous doivent ces natures dont ma grand-tante était le modèle, elle qui, brouillée depuis des années avec une nièce à qui elle ne parlait jamais, ne modifia pas pour cela le testament où elle lui laissait toute sa fortune, parce que c'était sa plus proche parente et que cela se devait. Mais j'aimais Bloch. Mes parents voulaient me faire plaisir. Les problèmes insolubles que je me posais à propos de la beauté dénuée de signification de la fille de Minos et de Pasiphae me fatiguaient davantage et me rendaient plus souffrant que n'auraient fait de nouvelles conversations avec lui, bien que ma mère les jugeât pernicieuses. Et on l'aurait encore reçu à Combray, si, après ce dîner, comme il venait de m'apprendre, nouvelle qui plus tard eut beaucoup d'influence sur ma vie et la rendit plus heureuse, puis plus malheureuse, que toutes les femmes ne pensaient qu'à l'amour et qu'il n'y en a pas dont on ne pût vaincre les résistances, il ne m'avait assuré avoir entendu dire
de la façon la plus certaine que ma grand-tante avait eu une jeunesse orageuse et avait été publiquement entretenue. Je ne pus me tenir de répéter ces propos à mes parents. On le mit à la porte quand il revint, et quand je l'abordai ensuite dans la rue, il fut extrêmement froid pour moi. Mais au sujet de Bergotte, il avait dit vrai. Oula, je suis extrêmement proche, pardon. Les premiers jours, comme un air de musique dont on raffolera, mais qu'on ne distingue pas encore, ce que je devais tant aimer dans son style ne m'apparut pas. Je ne pouvais pas quitter le roman que je lisais de lui, mais me croyais seulement intéressée par le sujet, comme dans ces premiers moments de l'amour où on va tous les jours retrouver une femme à quelques réunions, à quelques divertissements par les agréments desquels on se croit attiré. Puis je remarquais les expressions rares, presque archaïques qu'il aimait employer à certains moments où un flot caché d'harmonie, un prélude intérieur, soulevait son style. Et c'était aussi à ces moments-là qu'il se mettait à parler du vain songe de la vie, de l'inépuisable torrent des belles apparences, du tourment stérile et délicieux de comprendre et d'aimer. Des émouvantes effigies qui anoblissent à jamais la façade vénérable et charmante des cathédrales, qu'il exprimait toute une philosophie nouvelle pour moi par de merveilleuses images dont on aurait dit que c'était elle qui avait éveillé ce chant de harpe qui s'élevait alors et à l'accompagnement duquel elle donnait quelque chose de sublime. Un de ces passages de Bergotte, le 3e ou le 4e que j'eusse isolé du reste, me donna une joie incomparable à celle que j'avais trouvée au premier, une joie que je me sentis éprouver en une région plus profonde de moi-même, plus unie, plus vaste, d'où les obstacles et les séparations semblaient avoir été enlevés. C'est que, reconnaissant alors ce même goût pour les expressions rares, cette même effusion musicale, cette même philosophie idéaliste qui avait déjà été les autres fois, sans que je m'en rendisse compte, la cause de mon plaisir, je n'eus plus l'impression d'être en présence d'un morceau particulier d'un certain livre de Bergotte, traçant à la surface de ma pensée une figure purement linéaire, mais plutôt du morceau idéal de Bergotte, commun à tous ses livres et auquel tous les passages analogues qui venaient se confondre avec lui auraient donné une sorte d'épaisseur, de volume dont mon esprit semblait agrandi. Je n'étais pas tout à fait le seul admirateur de Bergotte. Il était aussi l'écrivain préféré d'une amie de ma mère qui était très lettrée. Enfin, pour lire son dernier livre paru, le docteur du Boulbon faisait attendre ses malades. Et ce fut de son cabinet de consultation et d'un parc voisin de Combray que s'envolèrent quelques-unes des premières graines de cette prédilection pour Bergotte, espèce si rare alors, aujourd'hui universellement répandue et dont on trouve partout en Europe, en Amérique, jusque dans le moindre village, la fleur idéale et commune. Ce que l'ami de ma mère et, paraît-il, le docteur du Boulbon aimait surtout dans les livres de Bergotte, c'était comme moi, ce même flux mélodique, ces expressions anciennes, quelques autres très simples et connues, mais pour lesquelles la place où il les mettait en lumière semblait révéler de sa part un goût particulier. Enfin, dans les passages tristes, une certaine brusquerie, un accent presque rauque. Et sans doute lui-même devait sentir que là étaient ses plus grands charmes. Car dans les livres qui suivirent, s'il avait rencontré quelque grande vérité ou le nom d'une célèbre cathédrale, il interrompait son récit et, dans une invocation, une apostrophe, une longue prière, il donnait un libre cours à ces effluves qui, dans ses premiers ouvrages, restaient intérieurs à sa prose, décelés seulement alors par les ondulations de la surface, plus douces, peut-être encore, plus harmonieuses quand elles étaient ainsi voilées, et qu'on aurait pu indiquer d'une manière précise où naissait, où expirait leur murmure. Ces morceaux auxquels il se complaisait étaient nos morceaux préférés. Pour moi, je les savais par cœur. J'étais déçue quand il reprenait le fil de son récit. Chaque fois qu'il parlait de quelque chose dont la beauté m'était restée jusque-là cachée, des forêts de pins, de la grêle, de Notre-Dame de Paris, d'Athalie ou de Phèdre, il faisait dans une image exploser cette beauté jusqu'à moi. Aussi, sentant combien il y avait de parties de l'univers que ma perception infirme ne distinguerait pas s'il ne les rapprochait de moi,
J'aurais voulu posséder une opinion de lui, une métaphore de lui, sur toute chose, surtout sur celle que j'aurais l'occasion de voir moi-même, et entre celles-là particulièrement sur d'anciens monuments français et certains paysages maritimes, parce que l'insistance avec laquelle il les citait dans ses livres prouvait qu'il les tenait pour riches de signification et de beauté. Malheureusement, sur presque toute chose, j'ignorais son opinion. Je ne doutais pas qu'elle ne fût entièrement différente des miennes, puisqu'elle descendait d'un monde inconnu vers lequel je cherchais à m'élever. Persuadée que mes pensées eussent paru pure ineptie à cet esprit parfait, j'avais tellement fait table rase de toutes que quand par hasard il m'arriva d'en rencontrer dans tel de ces livres une que j'avais déjà eue moi-même, mon cœur se gonflait comme si un dieu dans sa bonté me l'avait rendue, l'avait déclarée légitime et belle. Il arrivait parfois qu'une page de lui disait les mêmes choses que j'écrivais souvent la nuit à ma grand-mère et à ma mère quand je ne pouvais pas dormir, si bien que cette page de Bergotte avait l'air d'un recueil d'épigraphes pour être placée en tête de mes lettres. Même plus tard, quand je commençais de composer un livre, certaines phrases dont la qualité ne suffit pas pour me décider à le continuer, j'en retrouvais l'équivalent dans Bergotte. Mais ce n'était qu'alors, quand je les lisais dans son œuvre, que je pouvais en jouir. Quand c'était moi qui les composais, préoccupée qu'elles reflétassent exactement ce que j'apercevais dans ma pensée, craignant de ne pas faire ressemblant, j'avais bien le temps de me demander si ce que j'écrivais était agréable. Mais en réalité, il n'y avait que ce genre de phrases, ce genre d'idées que j'aimais vraiment. Mes efforts inquiets et mécontents étaient eux-mêmes une marque d'amour sans plaisir mais profond. Aussi, quand tout d'un coup je trouvais de telles phrases dans l'œuvre d'un autre, c'est-à-dire sans plus avoir de scrupules, de sévérité, sans avoir à me tourmenter, je me laissais enfin aller avec délice au goût que j'avais pour elles, comme un cuisinier qui, pour une fois où il n'a pas à faire la cuisine, trouve enfin le temps d'être gourmand. Un jour, ayant rencontré dans un livre de Bergotte, à propos d'une vieille servante, une plaisanterie que le magnifique et solennel langage de l'écrivain rendait encore plus ironique, mais qui était la même que j'avais souvent faite à ma grand-mère en parlant de Françoise, une autre fois où je vis qu'il ne jugeait pas indigne de figurer dans un de ces miroirs de la vérité qu'étaient ses ouvrages une remarque analogue à celle que j'avais eu l'occasion de faire sur notre ami Monsieur Legrandin, remarque sur Françoise et Monsieur Legrandin, qui étaient certes de celles que j'eusse le plus délibérément sacrifiées à Bergotte, persuadé qu'il les trouverait sans intérêt. Il me sembla soudain que mon humble vie et les royaumes du vrai n'étaient pas aussi séparés que j'avais cru, qu'ils coïncidaient même sur certains points, et de confiance et de joie, je pleurais sur les pages de l'écrivain comme dans les bras d'un père retrouvé. D'après ses livres, j'imaginais Bergotte comme un vieillard faible et déçu qui avait perdu des enfants et ne s'était jamais consolé. Aussi je lisais, je chantais intérieurement sa prose plus dolce, plus lento. Peut-être qu'elle n'était écrite, et la phrase la plus simple s'adressait à moi avec une intonation attendrie. Plus que tout, j'aimais sa philosophie. Je m'étais donné à elle pour toujours. Elle me rendait impatient d'arriver à l'âge où j'entrerais au collège dans la classe appelée philosophie. Mais je ne voulais plus qu'on y fît autre chose que vivre uniquement par la pensée de Bergotte, et si l'on m'avait dit que les métaphysiciens auxquels je m'attacherais alors ne lui ressemblerait en rien, j'aurais ressenti le désespoir d'un amoureux qui veut aimer pour la vie et à qui on parle des autres maîtresses qu'il aura plus tard. Un dimanche, pendant ma lecture au jardin, je fus dérangée par Swann, qui venait voir mes parents. « Qu'est-ce que vous lisez? On peut regarder? »« Tiens, du Bergotte. Qui donc vous a indiqué ces ouvrages ?» Je lui dis que c'était Bloch. « Ah oui, ce garçon que j'ai vu une fois ici, qui ressemble tellement au portrait de Mahomet II par Bellini. Ah, c'est frappant. Il a les mêmes sourcils circonflexes, le même nez recourbé, les mêmes pommettes saillantes. Quand il aura une barbiche, ce sera la même personne. En tout cas, il a du goût, car Bergotte est un charmant esprit. » Et voyant combien j'avais l'air d'admirer Bergotte, Swann, qui ne parlait jamais des gens qu'il connaissait, fit, par bonté, une exception et me dit:
Je le connais beaucoup. Si cela pouvait vous faire plaisir qu'il écrive un mot en tête de votre volume, je pourrais le lui demander. » Je n'osais pas accepter, mais posais à Swann des questions sur Bergotte. « Est-ce que vous pourriez me dire quel est l'acteur qu'il préfère ?»« L'acteur, je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'égale aucun artiste homme à la Berma qu'il mette au-dessus de tout. L'avez-vous entendu ? » ?»« Non, monsieur, mes parents ne me permettent pas d'aller au théâtre. »« C'est malheureux. Vous devriez leur demander. La Berma, en fait, dans le Cid, ce n'est qu'une actrice, si vous voulez, mais vous savez, je ne crois pas beaucoup à la hiérarchie des arts. » Et je remarquais, comme cela m'avait souvent frappé dans ses conversations avec les sœurs de ma grand-mère, que quand il parlait de choses sérieuses, quand il employait une expression qui semblait impliquer une opinion sur un sujet important, il avait soin de l'isoler dans une intonation spéciale, machinale et ironique, comme s'il l'avait mise entre guillemets, semblant ne pas vouloir la prendre à son compte et dire « la hiérarchie, vous savez, comme disent les gens ridicules ». Mais alors, si c'était ridicule, pourquoi disait-il la hiérarchie? Un instant après, il ajouta « Cela vous donnera une vision aussi noble que n'importe quel chef-d'œuvre, je ne sais pas, moi, que... » Il se mit à rire. « La reine des Chartres !» Jusque-là, cette horreur d'exprimer sérieusement son opinion m'avait paru quelque chose qui devait être élégant et parisien, et qui s'opposait au dogmatisme provincial des sœurs de ma grand-mère. Et je soupçonnais aussi que c'était une des formes de l'esprit dans la coterie où vivait Swann et où, par réaction sur le lyrisme des générations antérieures, on réhabilitait à l'excès les petits faits précis, réputés vulgaires autrefois, et on proscrivait les phrases. Mais maintenant, je trouvais quelque chose de choquant dans cette attitude de Swann en face des choses. Il avait l'air de ne pas oser avoir une opinion et de n'être tranquille que quand il pouvait donner méticuleusement des renseignements précis. Mais il ne se rendait donc pas compte que c'était professer l'opinion, postuler que l'exactitude de ces détails avait de l'importance. Je repensais alors à ce dîner où j'étais si triste parce que maman ne devait pas monter dans ma chambre et où il avait dit que les bals chez la princesse de Léon n'avaient aucune importance. Mais c'était pourtant à ce genre de plaisir qu'il employait sa vie. Je trouvais tout cela contradictoire. Pour quelle autre vie réservait-il de dire enfin sérieusement ce qu'il pensait des choses, de formuler des jugements qu'il pût ne pas mettre entre guillemets, et de ne plus se livrer avec une politesse pointilleuse à des occupations dont il professait en même temps qu'elles sont ridicules? Je remarquai aussi dans la façon dont Swann me parla de Bergotte quelque chose qui en revanche ne lui était pas particulier, mais au contraire était dans ce temps-là commun à tous les admirateurs de l'écrivain, à l'ami de ma mère, au docteur Duboulbon. Comme Swann, il me disait de Bergotte « C'est un charmant esprit, si particulier, il a une façon à lui de dire les choses un peu cherchées, mais si agréable. On n'a pas besoin de voir la signature, on reconnaît tout de suite que c'est lui. Que c'est de lui. » Mais aucun n'aurait été jusqu'à dire « c'est un grand écrivain, il a un grand talent ». Il ne disait même pas qu'il avait du talent. Il ne le disait pas parce qu'il ne le savait pas. Nous sommes très longs à reconnaître dans la physionomie particulière d'un nouvel écrivain le modèle qui porte le nom de « grand talent » dans notre musée des idées générales. Justement parce que cette physionomie est nouvelle, nous ne la trouvons pas tout à fait ressemblante à ce que nous appelons talent. Nous disons plutôt originalité, charme, délicatesse, force. Et puis un jour, nous nous rendons compte que c'est justement tout cela, le talent. « Est-ce qu'il y a des ouvrages de Bergotte où il est parlé de la Berma ?» demandai-je à M. Swann. « Je crois dans sa petite plaquette sur Racine, mais elle doit être épuisée. Il y a peut-être eu cependant une réimpression. Je m'informerai. Je peux d'ailleurs demander à Bergotte tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de semaine dans l'année où il ne dîne à la maison. C'est le grand ami de ma fille. Ils vont ensemble visiter les vieilles villes, les cathédrales, les châteaux. Comme je n'avais aucune notion sur la hiérarchie sociale, depuis longtemps, l'impossibilité que mon père trouvait à ce que nous fréquentions Madame et Mademoiselle Swann avait eu plutôt pour effet, en me faisant imaginer entre elles et nous de grandes distances, de leur donner à mes yeux du prestige. Je regrettais que ma mère ne se teignît pas les cheveux et ne se mit pas de rouge aux lèvres, comme j'avais entendu dire par notre voisine, Madame Sazera, que Madame Swann le faisait pour plaire, non à son mari,
mais à monsieur de Charlus, et je pensais que nous devions être pour elle un objet de mépris, ce qui me peinait surtout à cause de mademoiselle Swann, qu'on m'avait dit être une si jolie petite fille et à laquelle je rêvais souvent en lui prêtant chaque fois un même visage arbitraire et charmant. Mais quand j'eus appris, ce jour-là, que mademoiselle Swann était un être d'une condition si rare, baignant comme dans son élément naturel au milieu de tant de privilèges, que quand elle demandait à ses parents s'il y avait quelqu'un à dîner, on lui répondait par ces syllabes remplies de lumière, par le nom de ce convive d'or qui n'était pour elle qu'un vieil ami de sa famille, Bergotte, que pour elle, la causerie intime à table, ce qui correspondait à ce qu'était pour moi la conversation de ma grand-tante, c'était des paroles de Bergotte sur tous ces sujets qu'il n'avait pu aborder dans ses livres et sur lesquels j'aurais voulu l'écouter rendre ses oracles, et qu'enfin, quand elle allait visiter des villes, il cheminait à côté d'elle, inconnu et glorieux, comme les dieux qui descendaient au milieu des mortels. Alors je sentis en même temps que le prix d'un être comme mademoiselle Swann, combien je lui paraîtrais grossier et ignorant, et j'éprouvais si vivement la douceur et l'impossibilité qu'il y aurait pour moi à être son amie, que je fus remplie à la fois de désir et de désespoir. Le plus souvent maintenant, quand je pensais à elle, je la voyais devant le porche d'une cathédrale, m'expliquant la signification des statues et, avec un sourire qui disait du bien de moi, me présentant comme son amie à Bergotte. Et toujours le charme de toutes les idées que faisaient naître en moi les cathédrales, le charme des coteaux de l'Île-de-France et des plaines de la Normandie, faisait refluer ses reflets sur l'image que je me formais de mademoiselle Swann. C'était être tout prêt à l'aimer. Que nous croyions qu'un être participe à une vie inconnue où son amour nous ferait pénétrer, c'est, de tout ce qu'exige l'amour pour naître, ce à quoi il tient le plus et qui lui fait faire bon marché du reste. Même les femmes qui prétendent ne juger un homme que sur son physique voient dans ce physique l'émanation d'une vie spéciale. C'est pourquoi elles aiment les militaires, les pompiers. L'uniforme les rend moins difficiles pour le visage. Elles croient baiser sous la cuirasse un cœur différent, aventureux et doux, et un jeune souverain, un prince héritier, pour faire les plus flatteuses conquêtes dans les pays étrangers qu'il visite, n'a pas besoin du profil régulier qui serait peut-être indispensable à un coulissier. Tandis que je lisais au jardin ce que ma grand-tante n'aurait pas compris que je fisse en dehors du dimanche, jour où il est défendu de s'occuper à rien de sérieux et où elle ne cousait pas, un jour de semaine, elle m'aurait dit « Comment tu t'amuses encore à lire et ce n'est pourtant pas dimanche ?» en donnant au mot « amusement » le sens d'enfantillage et de perte de temps. Ma tante Léonie devisait avec Françoise en attendant l'heure de la lie. Elle lui annonçait qu'elle venait de voir passer madame Goupil, sans parapluie, avec la robe de soie qu'elle s'est fait faire à Châteaudun. Si elle a loin à aller avant Vêpres, elle pourrait bien la faire saucer. Peut-être, ce qui signifiait peut-être non, disait Françoise, pour ne pas écarter définitivement la possibilité d'une alternative plus favorable. Tiens, disait ma tante en se frappant le front, cela me fait penser que je n'ai point su si elle était arrivée à l'église après l'élévation. Il faudra que je pense à le demander à Eulalie. Françoise, regardez-moi ce nuage noir derrière le clocher et le mauvais soleil sur les ardoises. Bien sûr que la journée ne se passera pas sans pluie. Ce n'était pas possible que ça reste comme ça, il faisait trop chaud. Et le plus tôt sera le mieux, car tant que l'orage n'aura pas éclaté, mon eau de Vichy ne descendra pas. Ajoutait ma tante dans l'esprit de qui le désir de hâter la descente de l'eau de Vichy l'emportait infiniment sur la crainte de voir madame Goupil gâter sa robe. Peut-être. C'est que, quand il pleut sur la place, il n'y a pas grand abri. Comment 3 heures s'écriait tout à coup ma tante en pâlissant. Mais alors les vêpres sont commencées. J'ai oublié ma pepsine. Je comprends maintenant pourquoi mon eau de Vichy me restait sur l'estomac. Et se précipitant sur un livre de messe relié en velours violet, monté d'or et d'où, dans sa hâte, elle laissait s'échapper de ces images bordées d'un bandeau de dentelle de papier jaunissante qui marque les pages des fêtes, ma tante,
tout en avalant ses gouttes, commençait à lire au plus vite les textes sacrés, dont l'intelligence lui était légèrement obscurcie par l'incertitude de savoir si, prise aussi longtemps après l'eau de Vichy, la pepsine serait encore capable de la rattraper et de la faire descendre. 3 heures, c'est incroyable ce que le temps passe. Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une ample chute légère comme de grains de sable qu'on eût laissé tomber d'une fenêtre au-dessus, puis la chute s'étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musical, innombrable, universel, c'était la pluie. Eh bien, Françoise, qu'est-ce que je disais ? Ce que cela tombe, mais je crois que j'ai entendu le grelot de la porte du jardin. Allez donc voir qui est-ce qui peut être dehors par un temps pareil. Françoise revenait. C'est Madame Amédée, ma grand-mère, qui a dit qu'elle allait faire un tour. Ça pleut pourtant fort. Cela ne me surprend point, disait ma tante en levant les yeux au ciel. J'ai toujours dit qu'elle n'avait point l'esprit fait comme tout le monde. J'aime mieux que ce soit elle que moi qui soit dehors en ce moment. Madame Amédée, c'est toujours tout l'extrême des autres, disait Françoise avec douceur, réservant pour le moment où elle serait seule avec les autres domestiques de dire qu'elle croyait ma grand-mère un peu piquée. Voilà le salut passé. Eulalie ne viendra plus, soupirait ma tante. Ce sera le temps qui lui aura fait peur. Mais il n'est pas 5 heures, Madame Octave, il n'est que 4h30. Que 4h30 ? J'étais obligée de relever les petits rideaux pour avoir un méchant rayon de jour. À 4h30 ? 8 jours avant l'érogation. Ah, ma pauvre Françoise, il faut que le bon Dieu soit bien en colère après nous. Aussi, le monde d'aujourd'hui en fait trop. Comme disait mon pauvre Octave, on a trop oublié le bon Dieu et il se venge. Une vive rougeur animait les joues de ma tante. C'était Eulalie. Malheureusement, à peine venait-elle d'être introduite que Françoise rentrait et avec un sourire qui avait pour but de se mettre elle-même à l'unisson de la joie qu'elle ne doutait pas que ses paroles allaient causer à ma tante, articulant les syllabes pour montrer que, malgré l'emploi du style indirect, elle rapportait, en bonne domestique, les paroles mêmes dont avait daigné se servir le visiteur. Monsieur le curé serait enchanté, ravi, si Madame Octave ne repose pas et pouvait le recevoir. Monsieur le curé ne veut pas déranger. Monsieur le curé est en bas. J'ai dit d'entrer dans la salle. En réalité, les visites du curé ne faisaient pas à ma tante un aussi grand plaisir que le supposait Françoise, et l'air de jubilation dont celle-ci croyait devoir pavoiser son visage chaque fois qu'elle avait à l'annoncer ne répondait pas entièrement au sentiment de la malade. Le curé, excellent homme avec qui je regrette de ne pas avoir causé davantage, car s'il n'entendait rien aux arts, il connaissait beaucoup d'étymologie. Habitué à donner aux visiteurs de marque des renseignements sur l'Église, il avait même l'intention d'écrire un livre sur la paroisse de Combray, la fatiguait par des explications infinies et d'ailleurs toujours les mêmes. Mais quand elle arrivait ainsi juste en même temps que celle d'Eulalie, sa visite devenait franchement désagréable à ma tante. Elle eût mieux aimé bien profiter d'Eulalie et ne pas avoir tout le monde à la fois. Mais elle n'osait pas ne pas recevoir le curé et faisait seulement signe à Eulalie de ne pas s'en aller en même temps que lui, qu'elle la garderait un peu seule quand il serait parti. « Monsieur le curé, qu'est-ce que l'on me disait ? Qu'il y a un artiste qui a installé son chevalet dans votre église pour copier un vitrail. Je peux dire que je suis arrivée à mon âge sans avoir jamais entendu parler d'une chose pareille. Qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui va donc chercher ? Est-ce qu'il y a de plus vilain dans l'église ? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ce qu'il y a de plus vilain, car s'il y a à Saint-Hilaire des parties qui méritent d'être visitées, il y en a d'autres qui sont bien vieilles dans ma pauvre basilique, la seule de tout le diocèse qu'on n'ait même pas restaurée. Mon Dieu, le porche est sale et antique, mais enfin d'un caractère majestueux. Passe même pour les tapisseries d'Esther, dont personnellement je ne donnerais pas de sous, mais qui sont placées par les connaisseurs tout de suite après celles de Sens. Je reconnais d'ailleurs qu'à côté de certains détails un peu réalistes, elles en présentent d'autres qui témoignent d'un véritable esprit d'observation. Mais qu'on ne vienne pas me parler des vitraux. Cela a-t-il du bon sens de laisser des fenêtres qui ne donnent pas de jour et trompent même la vue par ces reflets d'une couleur que je ne saurais définir, dans une église où il n'y a pas 2 dalles qui soient au même niveau et qu'on se refuse à me remplacer sous prétexte que ce sont les tombes des abbés de Combray et des seigneurs de Guermantes, les anciens comtes de Brabant?
Les ancêtres directs du duc de Guermantes d'aujourd'hui et aussi de la duchesse, puisqu'elle est une demoiselle de Guermantes qui a épousé son cousin. Ma grand-mère, qui à force de se désintéresser des personnes finissait par confondre tous les noms, chaque fois qu'on prononçait celui de la duchesse de Guermantes, prétendait que ce devait être une parente à madame de Villeparisis. Tout le monde éclatait de rire. Elle tâchait de se défendre en alléguant une certaine lettre de faire-part. Il me semblait me rappeler qu'il y avait du Guermantes là-dedans. Et pour une fois, j'étais avec les autres contre elle, ne pouvant admettre qu'il y eût un lien entre son amie de pension et la descendante de Geneviève de Brabant. Voyez, Roussainville, ce n'est plus aujourd'hui qu'une paroisse de fermiers, quoique dans l'Antiquité, cette localité est due un grand essor au commerce des chapeaux de feutre et des pendules. Je ne suis pas certain de l'étymologie de Roussainville. Je croirais volontiers que le nom primitif était Rouville, Radulfi Villa, comme Châteauroux, Castrum Radulfi. Mais je vous parlerai de cela une autre fois. Eh bien, entrée de Louis-Philippe à Combray, qui serait mieux à sa place à Combray même, et qui vaut, dit-on, la fameuse verrière de Chartres. Je voyais même hier le frère du docteur Percepied, qui est amateur et qui la regarde comme d'un plus beau travail. Mais comme je lui disais à cet artiste qui semble du reste très poli, qui est, paraît-il, un véritable virtuose du pinceau, que lui trouvez-vous donc d'extraordinaire à ce vitrail, qui est encore un peu plus sombre que les autres? Je suis sûre que si vous le demandiez à monseigneur, disait mollement ma tante, qui commençait à penser qu'elle allait être fatiguée, il ne vous refuserait pas un vitrail neuf? Comptez-y, madame Octave, répondait le curé. Mais c'est justement monseigneur qui a attaché le grelot à cette malheureuse verrière en prouvant qu'elle représente Gilbert le Mauvais, sire de Guermantes, le descendant direct de Geneviève de Brabant, qui était une demoiselle de Guermantes, recevant l'absolution de Saint-Hilaire. Mais je ne vois pas où est Saint-Hilaire. Mais si, dans le coin du vitrail, vous n'avez jamais remarqué une dame en robe jaune? Eh bien, c'est Saint-Hilaire qu'on appelle aussi, vous le savez, dans certaines provinces Saint-Hélier, et même dans le Jura, Saint-Hélie. Ces diverses corruptions de Sanctus Hilarius ne sont pas des bienheureux. Ne sont pas du reste les plus curieuses de celles qui se sont produites dans les noms des bienheureux. Ainsi, votre patronne, ma bonne Eulalie, Sancto Eulalia, savez-vous ce qu'elle est devenue en Bourgogne? Saint-Éloi, tout simplement. Elle est devenue un saint, voyez-vous, Eulalie, qu'après votre mort, on fasse de vous un homme. Monsieur le curé a toujours le mot pour rigoler. Le frère de Gilbert, Charles le Bègue, prince pieux, mais qui, ayant perdu de bonne heure son père, Pépin l'insensé, mort des suites de sa maladie mentale, exerçait le pouvoir suprême avec toute la présomption d'une jeunesse à qui la discipline a manqué. Dès que la figure d'un particulier ne lui revenait pas dans une ville, il faisait massacrer jusqu'au dernier habitant. Gilbert, voulant se venger de Charles, fit brûler l'église de Combray, la primitive église alors, celle que Théodebert, en quittant avec sa cour la maison de campagne qu'il avait près d'ici, à Tiberzy, Théodebertiacus, pour aller combattre les Burgondes, avait promis de bâtir au-dessus du tombeau de Saint-Hilaire, si le bienheureux lui procurait la victoire. Il n'en reste que la crypte où Théodore a dû vous faire descendre, puisque Gilbert brûla le reste. Ensuite, il défie l'infortuné Charles avec l'aide de Guillaume le Conquérant, le curé prononçait Guillaume, ce qui fait que beaucoup d'Anglais viennent pour visiter. Mais il ne semble pas avoir su se concilier la sympathie des habitants de Combray, car ceux-ci se ruèrent sur lui à la sortie de la messe et lui tranchèrent la tête. Du reste, Théodore prête un petit livre qui donne les explications. Mais ce qui est incontestablement le plus curieux dans notre église, c'est le point de vue qu'on a du clocher et qui est grandiose. Certainement, pour vous qui n'êtes pas très forte, je ne vous conseillerais pas de monter nos 97 marches, juste la moitié du célèbre dôme de Milan. Il y a de quoi fatiguer une personne bien portante, d'autant plus qu'on monte plié en deux si on ne veut pas se casser la tête. Et on ramasse avec ses effets toutes les toiles d'araignée de l'escalier. En tout cas, il faudrait bien vous couvrir, ajoutait-il.
sans apercevoir l'indignation que causait à ma tante l'idée qu'elle fût capable de monter dans le clocher. Qu'a-t-il fait un de ces courants d'air une fois arrivé là-haut? Certaines personnes affirment y avoir ressenti le froid de la mort. N'importe. Le dimanche, il y a toujours des sociétés qui viennent même de très loin pour admirer la beauté du panorama et qui s'en retournent enchantées. Tenez, dimanche prochain, si le temps se maintient, vous trouveriez certainement du monde, comme ce sont les rogations. Il faut avouer du reste qu'on jouit de là d'un coup d'œil féerique, avec des sortes d'échappées sur la plaine qui ont un cachet tout particulier. Quand le temps est clair, on peut distinguer jusqu'à Verneuil. Surtout, on embrasse à la fois des choses qu'on ne peut voir habituellement que l'une sans l'autre, comme le cours de la Vivonne et les fossés de Sainte-Assise-les-Combray, dont elle est séparée par un rideau de grands arbres, ou encore comme les différents canaux de Jouy-le-Vicomte. Gaudacius vice comitis, comme vous savez. Gaudacius vice comitis, comme vous savez. Chaque fois que je suis allée à Jouy-le-Vicomte, j'ai bien vu un bout du canal. Puis quand j'avais tourné une rue, j'en voyais un autre. Mais alors, je ne voyais plus le précédent. J'avais beau les mettre ensemble par la pensée, cela ne faisait pas grand effet. Du clocher de Saint-Hilaire, c'est autre chose. C'est tout un réseau où la localité est prise. Seulement, on ne distingue pas d'eau. On dirait de grandes fentes qui coupent si bien la ville en quartiers qu'elle est comme une brioche dont les morceaux tiennent ensemble mais sont déjà découpés. Il faudrait, pour bien faire, être à la fois dans le clocher de Saint-Hilaire et à Jouy-le-Vicomte. Pardon. Le curé avait tellement fatigué ma tante qu'à peine était-il parti, elle était obligée de renvoyer Eulalie. « Tenez, ma pauvre Eulalie, disait-elle d'une voix faible en tirant une pièce d'une petite bourse qu'elle avait à portée de sa main. Voilà pour que vous ne m'oubliez pas dans vos prières. Ah, mais Madame Octave, je ne sais pas si je dois, vous saviez bien que ce n'est pas pour cela que je viens, disait Eulalie avec la même hésitation et le même embarras chaque fois que si c'était la première, et avec une apparence de mécontentement qui égayait ma tante mais ne lui déplaisait pas, car si un jour Eulalie, en prenant la pièce, avait un air un peu moins contrarié que de coutume, ma tante disait « Je ne sais pas ce qu'avait Eulalie, je lui ai pourtant donné la même chose que d'habitude. Elle n'avait pas l'air contente. » Je crois qu'elle n'a pourtant pas à se plaindre, soupirait Françoise, qui avait une tendance à considérer comme de la menue monnaie tout ce que lui donnait ma tante pour elle ou pour ses enfants, et comme des trésors follement gaspillés pour une ingrate les piécettes mises chaque dimanche dans la main d'Eulalie, mais si discrètement que Françoise n'arrivait jamais à les voir. Ce n'est pas que l'argent que ma tante donnait à Eulalie. Françoise l'eût voulu pour elle. Elle jouissait suffisamment de ce que ma tante possédait, sachant que les richesses de la maîtresse du même coup élèvent et embellissent aux yeux de tous sa servante, et qu'elle, Françoise, était insigne et glorifiée dans Combray, Jouy-le-Vicomte et autres lieux pour les nombreuses fermes de ma tante, les visites fréquentes et prolongées du curé, le nombre singulier des bouteilles d'eau de Vichy consommées. Elle n'était avare que pour ma tante. Si elle avait géré sa fortune, ce qui eût été son rêve, elle l'aurait préservé des entreprises d'autrui avec une férocité maternelle. Elle n'aurait pourtant pas trouvé grand mal à ce que ma tante, qu'elle savait incurablement généreuse, se fût laissée aller à donner, si au moins ça avait été à des riches. Peut-être pensait-elle que ceux-là, n'ayant pas besoin des cadeaux de ma tante, ne pouvaient être soupçonnés de l'aimer à cause d'eux. D'ailleurs, offert à des personnes d'une grande position de fortune, à Madame Sazera, à M. Swann, à M. Legrandin, à Madame Goupil, à des personnes de même rang que ma tante et qui allaient bien ensemble, il lui apparaissait comme faisant partie des usages de cette vie étrange et brillante des gens riches qui chassent, se donnent des bals, se font des visites et qu'elle admirait en souriant. Mais il n'en allait plus de même si les bénéficiaires de la générosité de ma tante étaient de ceux que Françoise appelait des gens comme moi, des gens qui ne sont pas plus que moi, et qui étaient ceux qu'elle méprisait le plus à moins qu'ils ne l'appelassent Madame Françoise, et ne se considérassent comme étant moins qu'elle. Et quand elle vit que, malgré ses conseils, ma tante n'en faisait qu'à sa tête et jetait l'argent, Françoise le croyait du moins, pour des créatures indignes,
Elle commença à trouver bien petit les dons que ma tante lui faisait en comparaison des sommes imaginaires prodiguées à Eulalie. Il n'y avait pas dans les environs de Combray de ferme si conséquente que Françoise ne supposa que Lalie eût pu facilement l'acheter avec tout ce que lui rapportaient ses visites. Il est vrai que Lalie faisait la même estimation des richesses immenses et cachées de Françoise. Habituellement, quand Eulalie était partie, Françoise prophétisait sans bienveillance sur son compte. Elle la haïssait, mais elle la craignait et se croyait tenue, quand elle était là, à lui faire bon visage. Elle se rattrapait après son départ, sans la nommer jamais à vrai dire, mais en proférant des oracles sibyllins ou des sentences d'un caractère général telles que celles de l'Ecclésiaste, mais dont l'application ne pouvait échapper à ma tante. Après avoir regardé par le coin du rideau si Eulalie avait refermé la porte, les personnes flatteuses savent se faire bien venir et ramasser les pépettes. Mais patience, le bon Dieu les punit tout par un beau jour. Disait-elle avec le regard latéral et l'insinuation de Joas, pensant exclusivement à Athalie quand il dit « Le bonheur des méchants comme un torrent s'écoule ». Mais quand le curé était venu aussi et que sa visite interminable avait épuisé les forces de ma tante, Françoise sortait de la chambre derrière Eulalie et disait « Madame Octave, je vous laisse reposer. Vous avez l'air beaucoup fatiguée. » Et ma tante ne répondait même pas, exhalant un soupir qui semblait devoir être le dernier, les yeux clos comme morte. Mais à peine Françoise était-elle redescendue que 4 coups donnés avec la plus grande violence retentissaient dans la maison et ma tante, dressée sur son lit, criait « Est-ce que Lalie est déjà partie? Croyez-vous que j'ai oublié de lui demander si Madame Goupil était arrivée à la messe avant l'élévation? Courez vite après elle !» Mais Françoise revenait, n'ayant pu rattraper Eulalie. « C'est contrariant, disait ma tante en hochant la tête. La seule chose importante que j'avais à lui demander. » Ainsi passait la vie pour ma tante Léonie, toujours identique, dans la douce uniformité de ce qu'elle appelait, avec un dédain affecté et une tendresse profonde, son petit train-train. Préservée par tout le monde, non seulement à la maison, où chacun ayant éprouvé l'inutilité de lui conseiller une meilleure hygiène s'était peu à peu résigné à le respecter, mais même dans le village où, à 3 rues de nous, l'emballeur, avant de clouer ses caisses, faisait demander à Françoise si ma tante ne reposait pas, ce train-train fut pourtant troublé une fois cette année-là. Comme un fruit caché qui serait parvenu à maturité sans qu'on s'en aperçût et se détacherait spontanément, survint une nuit la délivrance de la fille de cuisine. Mais ces douleurs étaient intolérables, et comme il n'y avait pas de sage-femme à Combray, Françoise dut partir avant le jour en chercher une à Thiberzy. Ma tante, à cause des cris de la fille de cuisine, ne put reposer, et Françoise, malgré la courte distance, n'étant revenue que très tard, lui manqua beaucoup. Aussi ma mère me dit-elle dans la matinée « Monte donc voir si ta tante n'a besoin de rien ». J'entrai dans la première pièce et, par la porte ouverte, vis ma tante, couchée sur le côté, qui dormait. Je l'entendis ronfler légèrement. J'allais m'en aller doucement, mais sans doute le bruit que j'avais fait était intervenu dans son sommeil et en avait changé la vitesse, comme on dit pour les automobiles, car la musique du ronflement s'interrompit une seconde et reprit un ton plus bas, puis elle s'éveilla et tourna à demi son visage que je pus voir alors. Il exprimait une sorte de terreur. Elle venait évidemment d'avoir un rêve affreux. Elle ne pouvait me voir de la façon dont elle était placée, et je restai là, ne sachant si je devais m'avancer ou me retirer. Mais déjà, elle semblait revenue au sentiment de la réalité et avait reconnu le mensonge des visions qui l'avaient effrayée. Un sourire de joie, de pieuse reconnaissance envers Dieu qui permet que la vie soit moins cruelle que les rêves, éclaira faiblement son visage, et avec cette habitude qu'elle avait prise de se parler à mi-voix à elle-même quand elle se croyait seule, elle murmura « Dieu soit loué. Nous n'avons comme tracas que la fille de cuisine qui accouche. Voilà-t-il pas que je rêvais que mon pauvre Octave était ressuscité et qu'il voulait me faire une promenade tous les jours.
Sa main se tendit vers son chapelet qui était sur la petite table, mais le sommeil recommençant ne lui laissa pas la force de l'atteindre. Elle se rendormit, tranquillisée, et je sortis à pas de loup de la chambre sans qu'elle ni personne eût jamais appris ce que j'avais entendu. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Les personnes... je sais pas, parce que je pensais à ça dernièrement, et en fait, ce passage sur Eulalie et Françoise m'a fait penser à ça. Souvent, les personnes vont scruter vont scruter et critiquer ce que les personnes qui sont à leur niveau ou en dessous, enfin, quand je dis à leur niveau, c'est en tant que... au niveau des possessions matérielles, peu importe que ce soit en matériel et immatériel, non, matériel simplement, mais simplement des immatériels aussi d'ailleurs, ça peut provoquer la jalousie. Mais je pensais plutôt à des meubles ou des immeubles, enfin à des... Bref, j'ai pas les mots. Que ce soit des meubles, des... je ne sais pas... je suis tellement... je suis pas dans ce jeu-là. Mais bon, bref. Souvent, j'ai l'impression que les personnes vont être très critiques envers les personnes, voilà, qui ont autant de richesses qu'eux ou qui en ont beaucoup moins, mais jamais à l'égard des personnes qui sont au-dessus, et c'est je trouve ça extrêmement étrange. Mais aussi quand ils sont au niveau des droits. Ça m'a étonnée, par exemple... oui, il y avait ces activités dans les prisons qui, pour moi, rentrent dans le cadre de la loi, étant donné que quand on vit dans des endroits surpeuplés, où l'hygiène est déplorable, condamné plusieurs fois par le Conseil de l'Europe et d'autres... enfin, par la Cour européenne des droits de l'homme, etc., on peut effectivement s'interroger sur le fait de prendre soin de son image ou d'avoir une bonne image, voilà, de soi, parce que quand on doit retourner après dans la vie active, au milieu de tout le monde, et surtout à l'époque dans laquelle on vit, comme ça compte, d'envoyer une image et d'avoir confiance en soi, parce que la confiance passe par là. Bon, bref, peu importe, je détaille trop. Mais voilà, ça me semble... et donc, oui, je crois que le signalement a été fait par des syndicats de gardiens de prison. Alors, soit c'est pas un métier qui est très facile, je pense, parce que les conditions doivent être assez terribles aussi, et qui sont mal payées aussi, mais je veux dire, il y a aussi des personnes qui... Voyez, tout simplement, quand on a un bracelet électronique, certaines personnes qui ont des bracelets électroniques ont des conditions de vie bien loin des prisons, je pense. Et là, on ne parle pas simplement de conseils, de conseils sur l'image de soi. Donc, je trouvais ça très particulier. Mais je sais que j'ai une conception assez étrange
Enfin, c'est pas étrange, je pense que beaucoup de gens pensent comme moi, mais c'est pas forcément les personnes qu'on entend le plus en termes de volume, mais pas dans le sens dans la contenance. Voilà, je m'exprime très mal décidément, c'est terrible. Très bien, je crois que je n'ai rien d'autre. Ah si, une fois n'est pas coutume, et peut-être que ça deviendra une coutume, mais je voulais vous conseiller un livre. Enfin, je sais pas, j'ai lu un livre, j'ai découvert une maison d'édition indépendante. Enfin, par hasard, je suis allée à un salon du livre qui présentait vraiment beaucoup d'éditeurs indépendants. Et parmi eux, Terre du Couchant. C'est à l'envers, mais c'est joli. Le mien est un petit peu abîmé parce que je prends pas assez soin de mes livres, mais c'est très joli. C'est de la bonne qualité. Et bref, Alain Emery, Archipel des Ardents. Je connaissais pas Alain Emery, comme d'ailleurs je ne connais pas Bergotte, il faut que je me renseigne. Alain Emery, Archipel des Ardents, c'est âpre, c'est rugueux, c'est... Vous voyez, j'avais de la terre dans les mains l'autre jour et je sentais la terre et ça me faisait penser... Ah, j'étais en train de le lire en même temps et ça me faisait penser à ça en fait. Et cette odeur de Tours, bon, enfin je sais pas. Et en plus ce sont des personnages qu'on ne rencontre pas si souvent, enfin il me semble dans les livres, un petit peu à la marge de la société. Voilà, ça m'a fait penser à plein de choses, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous en parle, tout simplement. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Non, ce n'est pas fini encore, la recherche du temps perdu. Non, on n'est pas encore à la fin. Peut-être peu de lecture avant la fin du côté de chez Swan, mais voilà, c'est que le début. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci.